donc Thierry Lebel, qui est directeur de recherche à Grenoble et qui travaille sur les problématiques de climat et notamment celles liées à l'eau, qui sont particulièrement importantes dans nos vallées. Donc, bonsoir à tous. On nous a demandé donc de venir parler un petit peu ici des questions climatiques dans le cadre des projets de territoire, comme ici sur les Aravis et le Fier. C'est un sujet assez compliqué, évidemment. Je ne vais pas vous faire un cours sur le climat. J'ai essayé d'illustrer un petit peu les allers-retours qu'on peut faire entre la vision globale qu'on étudie nous en tant que climatologues. Le changement climatique, c'est par essence un phénomène qui est global, mais évidemment avec des impacts qui sont très locaux et des enjeux qui sont locaux. Donc ce que je vais vous présenter en 10-15 minutes, pas plus, et Manon, tu m'interrompras si jamais je dépasse un peu mon temps, c'est cette tension qu'il y a et qu'on voit dans le film. D'ailleurs, le film de Mountain Wilderness, je trouve qu'il est très bien fait parce qu'on voit bien un petit peu, entre autres, par exemple, ce que dit Philippe Bourdeau sur les tensions dans les territoires. On a un peu la même chose quand on étudie le changement climatique selon les échelles auxquelles on va s'intéresser, que ce soit dans le temps ou que ce soit dans l'espace. Vous avez un petit problème technique? Ouais, l'environnement. Voilà. Donc, je vais meubler en attendant. Juste pour vous expliquer un petit peu la démarche générale, je vais présenter quelques figures. Je ne vais pas vous abreuver avec des chiffres, je vais essayer de vous présenter quelques figures sur qu'est le changement climatique tel qu'on peut l'observer aujourd'hui aux échelles territoriales, notamment dans les Alpes du Nord. Je le mettrai en regard un petit peu avec les observations qu'on fait au niveau mondial. En particulier pour que... Il y a un sujet qui est très important dans ces questions, qui est celui de la perception. La perception qu'ont les individus du changement climatique. Donc on sait que dans les zones de montagne, les gens qui fréquentent la montagne régulièrement, ils ont une perception directe à la fois par rapport à l'évolution des paysages, par rapport à l'évolution des environnements dans lesquels ils pratiquent. On parlait beaucoup évidemment des retraits glaciaires, on a beaucoup évoqué depuis quelques années tout ce qui sont les écroulements rocheux, la disparition du pilier Bonatti ou Dru par exemple, les complexités d'accès à un certain nombre de refuges, certaines voies qui sont devenues beaucoup plus dures parce que quand les glaciers sont descendus, on a découvert, on a laissé à nu les zones rocheuses. Voilà, toutes ces manifestations du réchauffement climatique, les habitués de la montagne en ont conscience, bien entendu. Ceci étant, un hiver sans neige, c'est pas une manifestation en soi du réchauffement climatique. Les hivers sans neige, il y en a toujours eu. Je discutais avec les anciens dans les années 30, il y a eu des hivers qui ont été très peu neigeux. Donc c'est pas parce que vous avez 2-3 hivers qui ont très peu de neige de suite que c'est la preuve qu'il y a un réchauffement climatique de grande ampleur qui se manifeste. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, c'est un petit peu pour ça que je suis là ce soir. Je pense qu'il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus pertinents que moi et qui connaissent mieux ce territoire pour discuter quels sont les enjeux du réchauffement climatique et des changements environnementaux sur le territoire. Mais c'est important de replacer ces questions-là dans une vision un peu globale pour comprendre à la fois qu'est-ce qui est sous le contrôle des acteurs d'un territoire donné, qu'est-ce qu'on peut faire et comment les actions qu'on peut avoir localement, elles doivent forcément s'articuler avec des actions plus globales. On n'a toujours pas d'illustration. Ça arrive. Voilà. Ça va venir. Bon, alors on va le laisser comme ça. Bon, c'est dommage, j'avais des petites animations, mais c'est pas très grave. Donc, en particulier, alors ce que j'avais mis sur cette première diapositive que je voulais animer, c'est que globalement, il y a un slogan ou enfin, qui a cours depuis longtemps, où on disait, quand on parle de réchauffement climatique, il faut penser globalement pour agir localement. Et en fait, en lien avec le sujet d'Ariane ce soir, je pense qu'on peut inverser cette maxime en disant il faut penser localement pour agir globalement. Parce qu'en réalité, la perception que vous avez du réchauffement climatique, c'est bien une perception locale. Quand on parle des effets sur le manteau neigeux, sur
le retrait des glaciers, sur les éboulements des parois, c'est quelque chose que vous percevez localement. Par contre, l'action, elle doit être locale, mais elle doit être aussi globale. Donc c'est un peu le fil conducteur de ce que je vais vous présenter. En gros, qu'est-ce qui change chez moi, à quel niveau on peut limiter ces changements et leur impact, et comment on doit s'adapter. Alors, le climat se réchauffe localement, oui. J'ai une petite courbe ici au col de Porte. Suivante. Voilà. Alors, il y a au col de Porte, c'est en Chartreuse, hein, à 1360 mètres, une station d'observation du centre d'études de la neige, qui est un centre d'études de Météo France, sur lequel on a des instruments calibrés de haute précision depuis les années 60. Et vous voyez ici l'évolution de la température. Alors on étudie aussi les précipitations d'enneigement, mais je vais faire simple, je vais juste vous montrer ici la courbe des températures. Et donc ce que vous voyez en gros, c'est que vous avez une courbe qui fluctue, hein. C'est une expérience que vous avez tous les ans. Il y a des années il fait un peu plus chaud, des années il fait un peu plus froid, mais en gros, sur les 4 dernières décennies, on prend 0,27 degrés par décennie. 0,27, 0,3, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, on pourra en discuter. Qu'est-ce que ça veut dire 0,3 degrés par 10 ans? Si vous le mettez en relation avec ce qu'on constate au niveau global, en gros ça signifie que sur les Alpes du Nord, on a pris 2 degrés au cours des 50-60 dernières années. À partir du moment où vraiment le réchauffement climatique est devenu très sensible, au début, fin des années 70, contre 1 degré en global. Donc déjà c'est quelque chose qui est très important d'avoir en tête. Vous entendrez souvent des chiffres sur le réchauffement climatique global, en particulier sur l'accord de Paris, avec le fameux objectif des 2 degrés à ne pas dépasser, si possible bien en dessous des 2 degrés. Là, on est à 1 degré en global, on est à 2 degrés sur les Alpes. Ça veut dire que, bon, il n'y a pas de liaison linéaire parfaite, évidemment, mais si vous le projetez, vous pouvez dire, ben, si on atteint 2 degrés en global, qui est-ce qu'on a signé à Paris ? Et qui sait que pratiquement on ne tiendra pas cet objectif, pour un certain nombre de raisons dont on pourrait éventuellement en discuter, on peut s'attendre à avoir plus 4 à plus 6 degrés sur les Alpes. Plus 4 à plus 6 degrés, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un gradient vertical, une température dans l'atmosphère. Quand vous montez de 300 mètres, vous gagnez 2 degrés. Ça veut dire que vous faites remonter, en gros, la limite puits-neige de 600 à 900 mètres. Donc ça, c'est quelque chose, c'est une perspective 2060, 2070, 2080. On sait déjà que cette limite puits-neige, bien entendu, elle est déjà remontée. Et donc, tu peux me passer la suivante. Ça, c'est le réchauffement local. Et il y a un réchauffement global et une augmentation qui est sans ambiguïté. Donc ça, c'est un graphe des températures mondiales depuis la fin du 19e siècle, c'est-à-dire le début de l'ère industrielle. Donc vous voyez un signal qui est très fluctuant. Hein. Les températures, même au niveau mondial, les températures, ça fluctue quand même beaucoup d'une année sur l'autre. Et on voit qu'à partir du début des années 80, on a une augmentation qui est sans ambiguïté et qui s'est beaucoup accélérée depuis, disons, les années 2012, 2013, 2014. Ce que j'ai mis sur ce graphique, j'ai mis plus 0,85 degrés de 1900 à 1993. Pourquoi j'ai mis ce chiffre-là? Parce que pardon, c'est pas 1993, c'est 2013, excusez-moi, c'est une erreur qu'il faut que je corrige. Pourquoi j'ai mis ce chiffre-là? C'est parce que c'est le chiffre qui était dans le rapport du GIEC qui a servi à la négociation des accords de Paris. C'est sur cette base-là que le fameux 2 degrés, si possible bien en dessous de 2 degrés, est sorti. Mais ce qui est intéressant et très interpellant pour nous, c'est qu'on a donc signé pour plus de degrés sur la base du fait qu'on était à 0,85 à l'époque. Mais dès 2015, donc les accords de Paris c'est 2015, en 2015 on a plus 1 degré, en 2016 on a plus 1,15, et depuis on n'est jamais redescendu en dessous de 1 degré. Et toutes les années les plus chaudes sur les records, sur les séries de température, elles appartiennent toutes au XXIe siècle, sauf 1998 qui est une anomalie due à un Niño. Donc on est vraiment dans une phase d'accélération de ce réchauffement climatique global. Alors si on revient au local, il y a quelque chose qu'il faut bien noter. Je n'ai pas mis les 2 courbes en comparaison, mais c'est que quand vous allez regarder une courbe de température locale, elle va forcément être plus variable qu'une courbe de température globale. C'est-à-dire que d'une année sur l'autre, vous allez avoir inévitablement des fluctuations qui sont plus importantes. Si vous regardez bien la courbe au col de Porte, vous voyez qu'il y a vraiment des pics. Hein, le signal, il est quand même moins évident qu'au niveau global. Et j'ai mis en bas
une petite courbe de température sur les années récentes, hein, sur les hivers récents. Et vous voyez qu'il y a un autre facteur de différenciation qui est que cette augmentation de température, c'est pas la même tout au long de l'année. C'est-à-dire que l'augmentation, elle ne va pas être la même l'été qu'elle va être l'hiver. Et en gros, on a 0,27 par décennie en signal moyen annuel, et sur l'hiver, on est plutôt à 0,18. D'accord ? Alors, à partir de là, vous pouvez discuter. Vous pouvez dire, est-ce que c'est mieux que ça se réchauffe l'été ou est-ce que c'est mieux que ça se réchauffe l'hiver? Si vous aimez le ski et la neige, je veux dire, c'est bien. Alors, si ça se réchauffe moins vite l'hiver, je vais avoir plus de neige, c'est parfait. Ceci étant, ça, vous le compensez par des réchauffements estivaux qui vont être bien plus importants, avec des conséquences sur la végétation et sur les ressources en eau qui sont très importantes. D'accord? Donc, quand on parle, le sens essentiel de mon message ici, c'est que quand vous entendez parler dans la presse ou à propos des négociations climatiques, d'objectifs de réchauffement globaux, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, que ce soit un 5, 2, 3 ou 4, il faut bien avoir conscience que quand vous allez le décliner localement, notamment quand vous êtes sur les continents, pas que sur les zones de montagne, mais notamment sur les zones de montagne, c'est généralement un facteur supérieur, et ça va se caractériser par une variabilité d'une année sur l'autre et au cours des saisons qui va être plus importante. C'est très important parce que ça joue beaucoup sur la perception des individus. Les gens sont très sensibles à ce qui s'est passé les 2 ou 3 dernières années. Hein, que vous soyez un opérateur touristique, un habitué de la montagne ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est la partie, je dirais, constatation sur le réchauffement lui-même. Alors je voudrais maintenant évoquer un peu, très rapidement quand même parler de la cause de ce réchauffement, qui me semble importante. Alors là aussi il y a une petite animation et du coup c'est un peu masqué, les trucs de course se superposaient. Tu veux essayer, voir? Ah ouais, ben non, ça marche pas. Bon, on repart à zéro. Donc là il y a 2 courbes, avant que ça revienne. Bon, je suppose que la plupart des personnes dans cette salle savent que ce réchauffement climatique est lié à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Il y en a plusieurs, mais en particulier il y a le CO2. Et pourquoi est-ce qu'on a plus de CO2 dans l'atmosphère qu'on en a eu à l'époque? Eh ben, c'est pas très compliqué, c'est parce que tout notre développement économique depuis le 19e siècle s'est basé sur des énergies carboniques. D'accord? On brûle du pétrole. Commencez par brûler du charbon, on brûle du pétrole. Il faut savoir, par exemple, qu'aujourd'hui, dans le monde, pour 200 unités d'énergie dépensées, pour quoi que ce soit, pour les transports, pour le chauffage, pour l'activité, pour fabriquer tout ce que vous voulez, 200 unités d'énergie dépensées, 0,5, c'est la force humaine. D'accord? Donc 99,5% de l'énergie que nous dépensons aujourd'hui sur cette planète, c'est une énergie mécanique, industrielle, donc 90% est carbone. Ça donne quand même une idée des enjeux, c'est-à-dire que le jour où on va dire l'augmentation de la teneur en CO2, vous voyez là-bas, hein, donc sur la courbe du haut, alors on va regarder la courbe du bas. La courbe du haut, c'est une déclinaison de la courbe du bas qui montre l'augmentation régulière depuis les années 60. En gros, ce qu'il faut voir, c'est que depuis 800 000 ans, la teneur en CO2 dans l'atmosphère est restée comprise entre 180 et 280 ppm. ppm, je m'excuse du barbarie, c'est des parties par million. Prenez-le comme un chiffre, comme une unité de mesure. Voilà, donc c'est resté très stable. Très stable. L'homme, la civilisation humaine s'est développée dans un environnement CO2, gaz à effet de serre, extrêmement stable. Il y a eu, bien entendu, dans l'histoire terrestre, plusieurs dizaines, centaines de millions d'années en arrière, des teneurs très différentes. Mais là, on parle de l'environnement dans lequel les civilisations humaines se sont développées. On est resté tout le temps inférieur à 280. Et aujourd'hui, on a franchi en 2015 la barre des 400. On est aujourd'hui à 415. Et donc, avec tout ce qu'on a émis aujourd'hui, on sera de toute façon à 550. Il faut savoir qu'en gros, si vous émettez du CO2 aujourd'hui, vous en avez 40% qui sera encore là dans 100 ans, 20% qui sera encore là dans 1000 ans, et 10% qui sera encore là dans 10 000 ans. Donc même si vous stoppez tout aujourd'hui, de toute façon, vous continuez à réchauffer, au moins pour les 20 ou 40 ans qui viennent. Et donc on sait aujourd'hui que 550 ppm, on va les avoir. Dans les dernières simulations du GIEC, quand on regarde dans les modèles, on calibre maintenant l'évolution du climat en disant à 550 ppm, c'est quoi l'évolution de température?
et c'est au-delà de 2 degrés. Donc ça, c'est voilà, important d'avoir en tête. C'est probablement trivial pour beaucoup d'entre vous, hein, mais c'est bien de prendre conscience que cette augmentation de la teneur de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, elle est en train de s'accélérer très fortement. Alors voilà, pourquoi? Une cause qui est clairement globale. Hein. Il faut savoir que le CO2, il est émis à certains endroits du globe, hein, il n'est pas émis de façon uniforme, mais en un an, il se redistribue partout. Il y a des très belles animations de la NASA qui montrent ça. Vous voyez des panaches de CO2, vous voyez comment en hiver, les surfaces habitées, c'est l'hémisphère nord, c'est là qu'on se chauffe, donc c'est là qu'on émet beaucoup de CO2, et vous voyez très bien la redistribution du panache de CO2 en un an sur la planète. Les émissions ne cessent de croître, même après l'accord de Paris. Et revenons vers nos affaires à nous, un peu plus locales. Non, pardon, c'est vraiment. On y contribue beaucoup. En France, on émet 7 tonnes par an par personne. 11 tonnes si on compte les importations, tout ce qu'on achète à l'étranger, tous nos portables qu'on va acheter en Chine ou ailleurs. C'est 50 fois plus qu'un habitant du Sahel. Alors, il faut quand même mettre les choses en perspective. Il y a 400 millions d'habitants au Sahel. Il y en aura peut-être 800 millions à l'horizon 2050. Ces gens-là vivent sur des territoires qui, potentiellement, vont devenir inhabitables. Et par rapport à cette problématique du changement climatique, ils y sont pour rien. Donc quand on discute de nos affaires, à nous, sur notre territoire de montagne, c'est pas mal d'avoir aussi en tête qu'ailleurs dans le monde, il y a quand même des enjeux extrêmement importants. Et que nous, on y contribue. Parce que nos émissions de CO2, évidemment, elles dégradent nos montagnes, ce qu'on a vu dans le film de Mountain Wilderness, mais elles contribuent aussi à des déséquilibres géopolitiques qui vont devenir majeurs sur la planète. Ce qui fait que nos engagements à limiter nos émissions, elles sont importantes non seulement pour améliorer notre qualité de vie sur nos territoires, mais elles sont nécessaires d'un point de vue des équilibres globaux sur la planète. Bon, accessoirement en France, non, pas de problème, oui. Voilà, et donc accessoirement en France, on n'est pas du tout sur la trajectoire qu'on a signée à Paris au moment de la COP21. Alors, s'adapter, du coup, s'adapter à quoi? Eh bien, on va regarder, en revenant au col de Porte, comment ça se présente selon 2 scénarios. Dans le rapport du GIEC, il y a 4 scénarios. J'en ai pris 2, là, le plus optimiste, hein, qui est, en gros, en bleu, c'est le plus de degrés. Et le rouge, c'est celui qui est à plus 5, plus 6 par rapport à 90. Et donc, vous voyez qu'on est capable de faire des simulations de l'enneigement. Alors on peut regarder différentes choses. En haut, on regarde les dates d'arrivée et de fonte. Et donc si vous regardez le panache, alors sur toutes ces courbes, hein, ceux d'entre vous qui sont allés regarder dans des rapports du GIEC ou des sites de vulgarisation par rapport au rapport du GIEC, il y a une courbe, et puis autour, il y a une espèce de panache. Et ça représente un peu la divergence des modèles, enfin les incertitudes des simulations des modèles. Il y a 2 choses qui sont très intéressantes sur ces courbes, c'est que, alors, rouge c'est chaud, bleu c'est une augmentation plus modérée, mais ce que vous voyez c'est qu'en gros, les 2 panaches, ils s'écartent de manière absolument sans ambiguïté à partir des années 50. Et ça fixe un horizon pour l'action. C'est-à-dire que clairement, en 2050, si vous êtes parti sur la courbe rouge, compte tenu de ce que j'ai dit sur les inerties, là, vous êtes parti pour du plus 5, plus 6 degrés au niveau global. Plus 5, plus 6 degrés au niveau global, c'est plus 11 degrés sur l'Arctique, hein, par exemple. C'est disparition totale de la banquise de mer, c'est réémission de tous les méthanes qui est stocké. Donc on part dans quelque chose qui est un monde inconnu. En gros, on rentre dans un monde, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce que vous voyez sur la courbe, pour revenir à nos affaires très locales, c'est que sur un site comme le col de Porte, donc 1360 mètres, eh bien, quand vous regardez le rouge, en haut, c'est les dates d'arrivée et les dates de fonte du manteau neigeux. Ben, les 2 courbes rouges, elles se rejoignent, il n'y a plus de neige. C'est terminé, hein, c'est aussi simple que ça, et c'est des températures, accessoirement, qui ne vous permettront plus, bien entendu, d'avoir recours à l'enneigement artificiel. Je vais juste finir la dernière diapositive pour celle d'après, pour revenir à vue globale, c'est juste pour avoir une image de ce que c'est qu'un réchauffement climatique
ce qu'on appelle le 8. Donc ça, c'est les deux scénarios que je vous ai présentés, le 2,6, hein, en gros, bon, c'est des watts par mètre carré, mais en termes de température, vous pourrez retenir ce chiffre, le 2,6 c'est à peu près du 2 degrés, le 8,5 c'est du 4 à 5 global. Ça représente quoi? Pour en avoir une image, à droite, vous avez une simulation de la différence de température entre ce qu'on appelle le pré-industriel, hein, le 19e siècle, et l'époque glaciaire. L'époque glaciaire, c'était il y a 10-15 000 ans. C'était quoi le climat glaciaire? Le climat de ce qu'on appelle l'Yukon à l'époque, c'était dans nos vallées alpines, les glaciers qui étaient à 2000 mètres. Hein, c'est-à-dire vous êtes dans la vallée du Grésivoulan, vous êtes par ici, vous avez 1500 mètres d'épaisseur de glace. D'accord? Et les glaciers qui arrivent aux portes de mur. Ok? Donc vous vous dites, bon, certes il y a eu des gens qui vivaient à cette époque-là, mais c'est pas très facile de vivre dans une région dont 90% est couverte de glace. Eh bien, l'ampleur du signal, en gros, quand vous regardez, vous comparez la carte de droite, la map monde à droite et la map monde de gauche, hein, donc les couleurs c'est un étalonnement en variation de température. Vous regardez la map monde à gauche, vous la comparez à celle de droite, vous apercevez que, en gros, le signal, il est plus fort. C'est-à-dire que le réchauffement qu'on est en passe de faire subir à la planète, il est plus important que le réchauffement qu'on a eu entre l'époque glaciaire et l'époque actuelle. Donc ça, c'est une température globale, mais c'est une manifestation qui est très locale. Alors évidemment, selon les régions du monde auxquelles on s'intéresserait, on pourrait regarder en détail, hein, vous voyez que les deux cartes, elles ne sont pas totalement homothétiques. C'est pas pareil sur les océans et les continents, c'est pas pareil sur les pôles qu'ailleurs, mais ça vous donne quand même une idée de la trajectoire sur laquelle on est aujourd'hui engagé. Voilà, je vais en finir là, juste un petit récapitulatif, si tu peux montrer la dernière. Donc il y a quelques éléments de réflexion, hein, c'est que ce que j'ai essayé de vous faire passer, c'est qu'on a un réchauffement global qui est avéré, bon peut-être certains en doutaient, il est sans précédent, le rythme s'accélère, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Quand je vous ai comparé les deux maps mondes, c'est que en gros, le réchauffement, la fin de l'époque glaciaire, c'est quelque chose qui s'est joué en 10 000 ans. Là, on est en train de jouer la même chose en 100 ans, moins de 100 ans. Donc la capacité d'adaptation du monde vivant, le tri va être drastique, clairement. La deuxième chose, c'est que dans l'état actuel de nos modes de vie, c'est une tendance qui va s'accentuer. Les impacts locaux, ils ne sont pas faciles à détailler, mais on peut les apprécier à partir de ce qu'on constate déjà. C'est-à-dire ce qu'on a déjà dit sur sur la déglaciation, sur l'évolution du manteau neigeux et sur la biodiversité. Et donc, je ne sais plus, j'ai quelque chose qui est caché là sous le penser localement pour agir globalement. J'avais un autre... ça veut dire qu'en gros, sur l'action aujourd'hui, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est que quand on va essayer de régler des problèmes sur un territoire, de s'adapter à ce réchauffement climatique qui est inévitable, il faut avoir en tête que toute solution d'adaptation qui, pour résoudre un problème localement, va contribuer au réchauffement global parce qu'il va être émetteur de CO2, c'est a priori quelque chose qu'on devrait s'interdire. Voilà, merci.